Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'apéro Bitcoin où nous cherchons, où nous vulgarisons plutôt le Bitcoin. Je m'appelle Saïda Et Manu, bonjour à et tous. Manu. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on est le 7 février. Le block height. Manu, dis-moi encore. Block height en français, c'est... Alors, sur la hauteur de blocs, c'est le nombre de blocs qui constituent la chaîne Bitcoin, qui sont émis en moyenne chaque 10 minutes. Et donc, vu Voilà. que Bitcoin tourne depuis 15 ans, nous sommes actuellement à... 829 339, la hauteur de bloc actuelle. Et la capitalisation de Bitcoin du marché en francs suisses s'élève à 737 milliards de francs suisses. C'est incroyable quand même. Ouais, 15 impressionnant. ans et ça tourne toujours. Mhm. Comme une horloge suisse. Ouais, bah exactement. Voilà. Et du coup, Alors, pourquoi ce podcast, en fait, finalement? bah, c'est une bonne question. C'est vrai que je t'ai demandé si tu ne voulais pas faire un podcast Mhm. centré sur une perspective plutôt suisse ou suisse roman. Voilà. Je suis canadienne, je suis venue ou j'ai émigré, expat en Suisse Mhm. en 2008 avec mon mari. J'ai le passeport suisse aujourd'hui, mais c'est vrai que je reste toujours exposée au monde Bitcoin anglophone, notamment américain, un peu sud-américain avec le Salvador. Et du coup, je me suis dit, ça serait intéressant d'explorer à ce sujet d'un point de vue suisse. Voilà, exactement. Parce que effectivement, en regardant les news autour de nous, on se rend compte que souvent le narratif est raconté d'un certain point de vue et à l'intérieur d'un certain système finalement. Et finalement, quand on étudie Bitcoin, on se rend compte que on peut avoir un point de vue différent sur l'actualité, décrypter ça de manière différente. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ici dans ces épisodes. Et par exemple, un des premiers sujets, alors là, qui est international du coup, qui est arrivé ce week-end, c'est la réélection du président Bukele au Salvador, en Amérique du Sud, avec près de 87%. Alors 87, hein, pas 87, on est en Suisse. Et pas Euh, 87, 87, c'est voilà, juste. 87% des votes, donc qui est donc un chiffre impressionnant pour une Ouais. démocratie. Et Oui, tout à du fait. coup, voilà. Oui. Et du coup, raconte-nous un peu de ton expérience, peut-être parce que tu as été au Salvador, et qu'est-ce que tu as vu sur place, et finalement, qu'est-ce que cette élection représente euh, pour le peuple du Salvador et pour la communauté Bitcoin. En fait, alors, donc j'y étais en 2022, donc il y a Mhm. presque 2 ans, c'était au mois d'avril. Et comme tu sais très bien, Manu, je suis super fan de Max Kaiser et Stacey Herbert. Ça faisait des années que je les écoutais et ils sont partis là-bas et ils disaient qu'il y a un véritable changement en place avec Bukele, avec le fait que le Bitcoin est legal tender. Et donc, j'ai proposé cette idée à mon mari. Ma fille, à l'époque, elle avait 2 ans. Et il a dit, pourquoi pas? On a regardé sur les sites de l'ambassade, les sites officiels avec les travel warnings. Et que ça soit au Canada ou en Suisse, ça disait que c'était trop violent, il fallait pas y aller. Alors que j'étais sûre, parce que c'est vrai, j'ai fait confiance à Max et Stacy, et donc, on a eu un tout petit peu peur au début, mais une fois sur place, c'était une expérience incroyable. Ça a vraiment changé ma perception sur plein de choses, en fait. Donc, avant, j'ai entendu que Bukele est un dictator, un dictature, Dictateur, oui, un voilà, dictateur, dictateur. merci, Mhm. un friendly dictator comme il Mhm. se caractérise. Et parce qu'il a pris des mesures assez fortes là-bas, Mhm. comme des dizaines de milliers de membres de gangs qu'il a mis en prison.
Mais sur place, c'était vraiment un paradis. Bien sûr, il fait beau. Bien sûr, il y a des plages en sable noir qui sont juste magnifiques. Il y a beaucoup de surf. Mais les gens sont souriants, ils sont contents, ils sont ouverts. On n'a eu aucun problème, aucun souci. On a pu rencontrer, par exemple, un couple avec leurs 2 enfants. Lui, sa famille est salvadorien, il habite au Canada. Sa femme est canadienne, je ne connais pas l'origine de sa famille. Et donc, comme moi, j'aime bien parler aux gens, j'ai posé 2, 3 questions autour de la piscine. Et il nous expliquait que, enfin, il a pu rentrer avec ses enfants, avec sa femme, pour rencontrer l'autre partie de sa famille qui est restée au Salvador, tout souriant, soulagé. Pareil, il y avait une autre dame qui était là avec des copines pour un week-end bachelorette. Elle était new-yorkaise et elle disait la même chose, que elle voit la différence énorme entre le niveau de sûreté au Salvador maintenant, qui Sécurité, avait ouais. Mhm. sécurité, merci, Mhm. qui existe maintenant. Les dames qui Ouais. vendent des pupusas, c'est pareil. Voilà. D'ailleurs, le Salvador, qui est devenu un des pays, le pays le plus sûr des Amériques du Sud désormais, est aussi sûr que le Luxembourg, apparemment. Voilà. Dis donc. Effectivement, le président Bukele qui incarne finalement aussi le Bitcoin, hein, puisque c'est le premier Ouais. pays qui a accepté Bitcoin comme monnaie legal tender, donc comme monnaie étatique légale, en parallèle du dollar. Donc le fait de voir ce président réélu à une vaste majorité, euh, voilà, est très intéressant et aussi de bon augure pour l'avenir du Bitcoin en fait. Tout à fait. C'est sûrement, c'est est-ce qu'il a fait l'annonce? C'était en 2021, je crois. Mhm, Et mhm, c'est un pays, c'est un personnage à suivre au long terme pour voir comment les choses évoluent. D'ailleurs, quand je suis rentrée du Salvador, je pense que le mercredi après, on avait un meet-up ici à Genève. mhm, Il faisait pas beau, on est d'accord, mais mhm, les gens, ils avaient pas cet air d'espoir, en fait, pour l'avenir, mhm, comme j'ai pu mhm. voir au Salvador. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent en parlant du Salvador, c'est tout d'un coup l'espoir nouveau et le côté très positif que ce président en tout cas a inspiré dans la population et le Salvador qui semble être désormais premier à plein de prospérité, euh, Ouais. avec l'aboutissement aussi de pas mal de projets. La Bibliothèque nationale qui est impressionnante, par exemple. Et c'est vrai que c'est une dynamique qui est très différente de ce qu'on peut constater dans d'autres pays en ce moment. Tout à fait. Oh. Et non, vas-y, vas-y. Oui, ben en parlant d'autres pays où la dynamique Ah, est un peu voilà, j'allais différente, dire la même chose en parlant d'autres pays. ouais, les États-Unis, Oui, on a où, vu ouais, l'interview de Powell, qui est le président de la Banque centrale américaine, the chair of the Federal Reserve, comme on dit en anglais. Il est passé sur l'émission de 60 Minutes, 60 minutes, qui est une émission qui existe depuis plusieurs décennies aux États-Unis maintenant. Et il a fait une interview hyper intéressante où il a parlé de la dette américaine, de l'avenir du pays, des problèmes euh, que les petites banques américaines font face. Et je pense qu'on peut voir juste un petit extrait de l'interview qu'il faut mhm. à l'occasion regarder parce que c'est fascinant. Alors, si Voilà, on va tu And mettre le veux, yet, son. Voilà. Silicon 10 Valley minutes, Bank, je crois. second largest failure in U.S. history. Did the Fed miss that? So, yes, we did, and we forthrightly uh, saw that we needed to do better. So we've spent a lot of time working on ways to make supervision more effective, and also to adapt regulation to a modern context in which a bank run can happen so much faster than it could have even 20 years ago.
Another economic hangover after the pandemic is a sharp increase in the national debt. 30 years from now, it is projected to be $144 trillion, or $1 million per household. How do you assess the national debt? Oui, c'est impressionnant, hein. 1 million de dettes 100, par citoyen américain dans 30 ans. 144 000 milliards. Ouais, c'est des chiffres qui dépassent l'entendement. Et alors finalement, la conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est de l'inflation, c'est de la création, donc pour payer ces dettes, il faut qu'ils émettent évidemment de nouveaux bons du trésor, donc ça revient à créer de l'argent, et ça se traduit ensuite par de l'inflation et des prix qui montent. Alors ça, c'est de l'inflation, il en parle un peu dans la première partie de la vidéo, on va mettre le lien dans la bio. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'en fait, il normalise le fait que l'inflation devrait être à 2%. D'ailleurs, le présentateur lui demande, mais finalement, pourquoi 2%? Ouais. Et puis là, on voit qu'il n'y a pas de réponse scientifique, en fait, économiquement scientifique à cette question de 2%. C'est un chiffre qui est un peu sorti du chapeau. Et en fait, la réponse de Powell est simplement de dire oui, 2% c'est bien, ça nous permet si jamais, de pouvoir baisser un peu les taux. Ça nous donne une marge de manœuvre. Mais en fait, techniquement, 2%, ça reste 2% de taxes qui sont prélevées chaque année sur les épargnants, sur les retraites, etc. Juste pas oublier que inflation veut dire taxation. Oui, tout à fait. Est-ce que les salaires augmentent par 2% tous les ans systématiquement? Oui. Je ne crois pas. Et parce que les chiffres comme ça comment dire, ça me dépasse. Mon cerveau peut pas tout à fait comprendre ce que ça veut dire. 144 000 milliards. Donc, j'avais fait un tweet il y a quelques jours pour mettre, comment dire, pour convertir en secondes, pour se rendre compte des montants. Et 1 million de secondes, par exemple, ça représente 12 jours. 1 milliard de secondes représente 31 ans. 1000 milliards de secondes représente 31 688, non, 600 quelque chose. 88. Je voulais le dire avec l'expression vaudois. 688 ans. Pour donner une idée de le chiffre astronomique que Powell projette dans 30 ans pour nos enfants d'avenir. Ouais. Mais avant de parler dans 30 ans, il parle aussi dans le court terme de bank run. Donc, bank run, comment on traduit ça d'ailleurs? Je sais pas. C'est en fait quand tout le monde va à la banque en même temps retirer ses fonds. Donc, on l'a vu plus tôt l'année passée. Il y a eu plusieurs faillites aux États-Unis avec la Silicon Valley Bank et d'autres encore. Et là, en gros, il nous annonce que c'est pas impossible que d'autres banques suivent, plutôt des petites. C'est vrai que c'est lié aussi à la question de l'immobilier commercial aux États-Unis, qui a perdu énormément de valeur. On a vu récemment un immeuble qui s'est vendu à moins 83% de sa dernière valeur d'achat. Donc, ce qui crée un énorme problème dans le bilan de ces banques, finalement, parce que le bilan repose sur l'immobilier. Si l'immobilier est dévalué, en fait, c'est toute la structure qui s'écroule. Et donc là, je trouve intéressant la solution proposée pour ce genre de problème, en gros, c'est des nouvelles régulations. C'est pas très clair ce qu'il entend par là, mais moi, tout de suite, je fais le lien avec ce que j'ai entendu récemment en Suisse. On en reparlera peut-être un peu plus en détail dans un prochain épisode, mais où en gros, en Suisse aussi, les banques travaillent à mettre à jour leurs conditions générales pour limiter encore plus les retraits. Donc, ce qui était déjà le cas avant, hein, il y avait déjà des limitations, etc. Mais donc voilà, la solution au bank run, c'est de nouvelles règles
qui limite la rapidité à laquelle on peut retirer nos fonds des banques. Donc ça, c'est voilà, en tant que bitcoiner, c'est tout de suite une petite lumière rouge qui s'allume, qui dit attention. C'est une lumière orange qui Oui, s'allume. en l'occurrence. Voilà. Parce que c'est vrai, oui, on dit pas qu'il faut tout mettre dans le Bitcoin, mais c'est vrai que quand on est maître de nos clés, le self-custody, voilà, peut avoir des limitations, mais on a toujours la capacité de traverser des frontières avec nos fonds propres sans trop de soucis. Oui, et surtout accessible en tout temps, parce que c'est aussi la question si finalement on se retrouve pris dans une banque qui s'écroule et qui ne serait pas sauvée comme le Crédit Suisse l'a été. C'est des processus qui peuvent tout de suite durer pas mal de temps en fait. Hein. C'est comme voilà, une assurance sur une maison qui est détruite par l'ouragan. Il y a un temps pendant lequel, même si vous retrouvez vos fonds plus tard, il y a une période où ces fonds ne sont pas forcément accessibles. Et, voilà, donc juste quelque chose à garder à l'esprit. Ouais, à surveiller. Et du coup, on va mettre le lien de cette interview dans les show notes, comme on dit en anglais, pour que vous ayez l'occasion de regarder ça, parce que c'est quand même incroyable. Est-ce que ça existe? Vas-y. Non, il dit aussi quelque chose d'incroyable à la fin. En gros, il dit que le chemin que les États-Unis ont pris sur la gestion de cette dette est un chemin qui n'est pas soutenable, en fait, et qui techniquement revient à emprunter aux générations futures. Donc voilà, si aujourd'hui vous êtes jeune, vous entrez dans la vie du travail, vous êtes la génération future à laquelle voilà, cela a été emprunté, et peut-être sans consentement d'ailleurs. Donc on peut encore se poser la question si c'est vraiment un emprunt ou pas du vol finalement. Oui, du vol sur les générations futures. C'est quand j'entends des choses comme ça, je ne peux que penser à ma fille, la vie qu'elle aura, ce qu'elle va hériter de nos actions aujourd'hui. On parle souvent de l'environnement et tout ça, et s'il y a un monde dans 30 ans, il y aura des adultes, comme ma fille, qui seront responsables des dettes comme ça. Bien, on est d'accord qu'ils parlent des États-Unis, mais souvent les autres pays peuvent suivre les mêmes modalités. Comme tu as mentionné, des réglementations qui vont venir certainement en Suisse pour limiter les gens qui retirent leur argent. Oui, et puis de toute façon, la Suisse fait partie du monde. D'ailleurs, on va faire un sujet sur le sujet de la crise de 2008 et quel a été l'impact sur le bilan de la BNS, un sujet assez intéressant. Effectivement. Et puis pour revenir en Suisse, alors on peut peut-être parler d'un sujet qui est aussi un sujet à long terme qui concerne les jeunes générations et qui est le sujet de la retraite. Parce que alors, le 3 mars, on a 2 initiatives sur lesquelles on va voter en Suisse concernant l'âge de la retraite ou l'augmentation du revenu pour les retraités. Et donc là, ça c'est intéressant. C'est des discussions qu'on va entendre. Il y a déjà eu un débat infrarouge, d'ailleurs, on va mettre le lien dans le bio. Mais ce que je trouve intéressant dans ces débats et dans ces discussions, c'est qu'en fait, les solutions, elles sont chaque fois vues ou considérées d'un point de vue du système actuel, avec ses règles actuelles. Et je trouve que parfois, on manque un peu de prise de recul, de perspective. Et alors là, puisqu'on parle d'apéro Bitcoin, on peut faire l'analogie avec un bouchon. Et souvent, les choses sont vues d'un intérieur, quand on regarde les choses d'un l'intérieur d'un système, d'un point de vue. Là, on peut considérer qu'un bouchon, voilà, c'est un cercle, et on peut tourner un peu comme un poisson rouge dans son bocal finalement, et pas trouver la bonne solution. Et des fois, il faut changer un peu de perspective pour se rendre compte que finalement, avoir une autre compréhension du problème et avoir des nouvelles solutions. Et en fait,
Alors, il va falloir qu'on fasse un sujet complet sur le sujet, mais d'un- c'est pas une fatalité que l'âge de la retraite augmente pour toujours. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vu du point de vue du système actuel. Si on regarde les choses d'un point de vue système Bitcoin, référentiel Bitcoin, euh, on pourrait même considérer que l'âge de la retraite pourrait plutôt diminuer, Ouais, tout à comme les fait. prix calculés en Ouais. Bitcoin diminuent. Ouais. Tout à fait. Je suis d'accord avec ça parce qu'avec la retraite, comme je prends mes parents par exemple, je ne vais pas balancer l'âge, mais ça fait 10, 15 ans qu'ils sont à la retraite. Et mon père, par exemple, il aime travailler, il aime ses activités, donc il n'arrête pas. C'est vraiment le point de devoir travailler plus tard pour pouvoir soutenir la vie de tous les jours. C'est ça qui fait peur, en fait. Mm. Ouais. Et du coup, euh, quelle est la solution que finalement, en tant que Bitcoiner, on peut proposer? Ouais. Euh, voilà. Donc, là, c'est à chacun maintenant de faire un peu, d'étudier la chose et de se faire son opinion. Saïda et moi-même, nous, on est assez convaincus. Ouais. Voilà, le passé ne prédit pas le futur, etc., etc. On n'est pas ici pour donner des conseils en investissement, évidemment. Non. On est là pour parler d'éducation et ouvrir un peu les yeux sur des perspectives différentes. Tout à fait. Il y a un site web qui est cool, c'est gratuit, c'est pas de la promo qu'on est en train de faire, mais en fait, ça permet de calculer les économies en Bitcoin. Nous sommes d'accord que ça prend les infos historiques, donc là, c'est jusqu'à janvier 2024. Et si Manu, par exemple, en mettait 50 francs suisses par semaine depuis, alors, janvier 2018 jusqu'à janvier 2024, Voilà. ça Donc, en ferait 6 ans, combien en économie en 6 ouais, en ans? 6 ans seulement, 50 par semaine, ça fait combien? Alors, Attention. je fais le Attends, drum roll. il faut que je le mette. Et voilà, ça fait donc près de 50 000 francs en 6 ans Ah, seulement et une performance de 200%. Euh, attends un moment pour applaudir. I'm a nerd, I know. ouais, là, on peut vraiment applaudir parce que euh, quand je vois ce genre de performance, et quand je compare ça par exemple à mon troisième pilier, parce que je suis indépendant et donc ma retraite, c'est du troisième pilier, j'ai dû souscrire à plusieurs produits et sur la même période, on fera un sujet d'ailleurs, sur la même période, un des produits a perdu 40%. Voilà, le truc qui était censé être super secure, super safe dans le système actuel a perdu 40% de sa valeur pendant que Bitcoin en gagnait 200%. Bah Voilà. oui, ça peut faire un peu mal, effectivement. Oui. Et en plus, 50 francs par semaine, donc il faut avoir la patience de ne rien faire pendant 6 ans. Mais à 50 francs par semaine, ce n'est pas très dur oui, de ne pas toucher à ces Satoshi. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Satoshi, ça représente des petites unités de Bitcoin. Et avec 50 francs, tu as l'équivalent en Satoshi et tu laisses, tu fais ta vie. Et du coup, au lieu de quoi? De manger de la pizza une fois par semaine ou de manger du take-out, comme on dit, à emporter, si on prépare à manger à la maison, même si les courses, ça augmente aussi, la viande devient très, très chère. Mais si on fait des petites substituts comme ça va assez vite en fait. 50 000 francs, c'est pas rien. Pour finalement ces 15 000 francs investis sur 6 ans qui se sont transformés en 50 000, donc ça fait une plus-value de près de 30 000 francs en 6 ans. C'est pas mal. Mais tu viens de dire quelque chose d'intéressant. Tu as dit les prix augmentent, mais ça, ça c'est du point Ouais, de tout à vue fait. de ce point de vue-là, c'est qu'en fait finalement c'est peut-être pas les prix qui augmentent, c'est peut-être la valeur de l'argent Qui qui diminue. diminue. Tout à fait. Voilà. Et quand on calcule les choses en Bitcoin, en fait, on se rend compte que les prix diminuent. Une fois calculé en Bitcoin, on aura là, je pense, l'occasion d'en reparler.
Tout à fait. J'aurais dû dire le prix nominal, the nominal price, the sticker price qu'on voit, ça augmente. Effectivement. Ouais. Tout est question de référentiel et quelle est notre mesure Ouais. finalement pour mesurer la valeur de ces choses. Oui, tout à fait. Très bien. 50 000 francs, bah, superbe. Bon. Alors, Alors, donc, en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. ouais. Et si jamais vous êtes en Suisse romande, on a le... Alors, tout d'abord, avant de dire ça, si vous aimez ce contenu, si vous trouvez de la valeur en vulgarisant ou la vulgarisation du Bitcoin, n'hésitez pas à nous suivre, à mettre un commentaire, à liker, tout ce que tu veux. Et Posez si des vous questions, êtes... posez des questions Oui. qu'on pourra traiter dans des épisodes suivants. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, c'est vrai qu'ensemble, dans les chats, que ce soit les chats en groupe sur Telegram ou sur Twitter, on n'arrête pas, c'est sans fin. Il y a tellement de sujets à approcher, donc, et c'est vrai qu'on est peut-être dans une petite bulle, donc si quelqu'un dans l'audience a une question, volontiers poser la question pour, comme ça on peut en parler. Alors, donc, si vous êtes en Suisse romande, on a le Meetup, le Bitcoin Meetup Genève, le premier mercredi du mois. Moi, j'y suis tout le temps. J'organise des présentations. Manu est là régulièrement. Donc, vous pouvez nous voir en vrai. Pareil avec le Bitcoin Meetup de Lausanne qui a lieu le deuxième mercredi du mois. Et bien sûr, sur Google ou sur meetup.com, vous trouverez tous les détails. À Neuchâtel aussi, il y a souvent des événements. Et voilà, c'est possible de nous voir en personne et d'avoir ces discussions en live autour d'un bière. Un vrai apéro, du coup. Oui, un vrai apéro. Voilà. Oui. Oui, parce que aussi l'idée de ce podcast, hein, c'est de pas trop se prendre au sérieux, hein, voilà, de refaire le monde autour d'une bière, mais d'un point de vue différent. C'est ce que, en fait, finalement, via notre apprentissage de Bitcoin, on se rend compte qu'on peut changer de perspective. Et alors, on n'a pas la réponse à tout, mais c'est intéressant Ouais. de voir les choses d'un point de vue différent, parce que du coup, ça nous ouvre sur des perspectives beaucoup plus optimistes. On voit que des problèmes qui n'avaient pas forcément de solution dans le système de pensée actuel, d'un coup, deviennent des solutions assez positives en changeant de point de vue. Tout à fait. Voilà. Et une dernière chose, avec Manu, on a fait une présentation au Meetup de Lausanne, c'était fin janvier déjà, oui, qui est disponible à voir sur la chaîne YouTube de Bitcoin FR. Voilà, voilà. Et voilà, au revoir, merci. À tout bientôt. Merci.